Alors, je compte aborder avec vous aujourd'hui un chapitre qui est rarement étudié en tant que tel dans l'enseignement secondaire, à savoir l'histoire de Russie du Xe siècle au XVIIIe siècle. Alors, avant d'aborder le sujet, une petite table des matières du propos qui va suivre. Dans un premier temps, je vais d'abord restituer un petit peu le cadre géographique et ethnologique, avant d'aborder l'histoire des deux grandes périodes de cette Russie, à savoir du Xe au XIIIe siècle, ce que l'on appelle la Russie piévienne, et ensuite du XIVe siècle au XVIIIe siècle, ce que l'on appelle la Grande Russie, d'ailleurs s'étend jusqu'en 1917, et à laquelle succède bien sûr la Russie soviétique jusqu'en 1991, avant que l'on retourne à cette grande Russie qui porte maintenant pour nom la Fédération de Russie et qui est dirigée par Dmitri Medvedev, avec en sous-main bien sûr Vladimir Poutine, son Premier ministre. Donc quelques éléments géographiques tout d'abord. La Russie tout d'abord, c'est un territoire immense qui fait un petit peu penser, je dirais, à l'étendue du territoire devant lequel se sont trouvés les colons quand ils sont arrivés en Amérique. Donc c'est un territoire immense, puisqu'il va de la Pologne, à l'heure actuelle, jusqu'à la mer du Japon, c'est-à-dire jusqu'à la Vladivostok. Mais avant d'arriver à ces dimensions extrêmes, la Russie a connu une longue histoire. Et la Russie, l'histoire de la Russie s'inscrit d'abord dans l'histoire de l'Europe orientale, avant d'être une histoire asiatique. La Russie ancienne va de la Baltique jusqu'aux steppes d'Ukraine, et elle va de ce qu'on appellera plus tard la Pologne jusqu'à l'Oural. Et encore, je vous parle de la période du XVIe siècle. Cette Russie, cet immense espace russe, est divisé en deux grandes zones. Tout d'abord, une zone de forêt. Une zone de forêt qui couvre cette région-ci. D'accord ? Et qui est prolongée en Sibérie, qui n'est pas russe encore à l'époque, par la taïga. Ensuite, vous avez une région méridionale qui se trouve ici, ça va, et qui est une région de steppe. Donc je répète, dans la partie septentrionale, une région de forêts, qui ne font rien d'autre d'ailleurs que poursuivre les forêts que l'on trouve en Norvège, en Suède et en Finlande, et dans le sud, donc, une région de steppe, qui correspond, grosso modo, je dirais, à l'Ukraine, mais pas seulement à l'Ukraine, et au sud, la Russie elle-même, indépendamment de la République actuelle de Russie. Ces steppes, en fait, sont elles-mêmes subdivisées en trois grandes zones. D'abord, une zone qui se trouve au nord de cette partie méridionale et qui est la steppe noire, qu'on appelle aussi Tchernosium, le mot steppe d'ailleurs est un mot russe, d'origine russe, donc Tchernosium, c'est donc une région où les terres sont particulièrement fertiles. Et longtemps, jusqu'à l'époque actuelle d'ailleurs, l'Ukraine est un véritable grenier à blé. Ensuite, vous avez la région des steppes grises, qui sont des steppes aux hautes herbes, où les cavaliers, véritablement, quand ils sont à cheval, sont dissimulés par ces hautes herbes. Donc, pour vous dire que ce sont des herbes très hautes, qui font plus de 2 mètres. Et enfin, il y a une zone qui se trouve près de la mer Caspienne, ici, qu'on appelle donc la région
de la steppe blanche parce que le sol est couvert de sel. Ça, c'est, je dirais, pour l'aspect géographique et je dirais botanique. Maintenant, on va voir comment s'est peuplée la Russie ancienne. Alors, la Russie va être peuplée de Slaves. Les Slaves sont un des différents groupes indo-européens. On ne sait pas très bien d'où ils viennent. Certains disent même qu'ils viendraient du sud de la Russie, mais d'autres placent l'origine des Indo-Européens en Asie. Eh bien, donc les Slaves, c'est un des groupes indo-européens, aux côtés des Latins, des Germains, des Celtes en Europe, des Grecs et des Albanais également, mais en Asie aussi, à côté des Hittites, des Iraniens, de divers peuples du Pakistan et de l'Inde du Nord. Alors on distingue d'une part les petits Russiens et les grands Russiens. Les Slaves, en fait, sont établis, c'est sûr, au 7e siècle de notre ère dans la Russie. Mais ceux que l'on appelle les petits Russiens, en fait, on les trouve essentiellement dans ce que l'on pourrait appeler l'Est de la Pologne ou la Bélarusse, donc autrement dit la Russie blanche. C'est le premier peuplement des Russes. On peut même dire de la Russe, R-U-S. C'est le terme ancien, la Russe. À ces populations, des petits Russiens vont se mêler à partir du XIe siècle, ou plutôt vont s'ajouter au XIe siècle, des populations qui fuient vers le nord-est, et qui vont se mêler à des populations finnoises, c'est-à-dire d'origine asiatique, puisque les Finnois sont apparentés aux Mongols, ce sont des cousins des Mongols, ce sont des peuples ouralo-altaïques, précisément des Finno-ougriens, et ces Russes qui vont se mêler aux Finnois vont se mêler également avec des populations que l'on trouve en Russie, alors là pas au nord-est, plutôt vers le sud, et qui sont des très anciens peuples connus par la littérature grecque en particulier. Il y a les Scythes, dont les descendants actuels sont les Ossètes, il y a les Sarmates, il y a les Alains, il y a les Khazars, qui vont se convertir au judaïsme d'ailleurs, il y a les Goths de la région du Niémen et de la Vistule. Donc, le Niémen et la Vistule, je vous rappelle que ça se trouve ici. Eh bien, ce sont ces grands Russiens qui sont, je dirais, avec les petits Russiens, le fond ethnique de la Russie ancienne. Donc ce ne sont pas des Slaves purs, ce terme n'a d'ailleurs pas de sens. Ce sont donc, les Russes sont des populations mélangées avec d'anciennes populations de ces régions qui remontent à l'Antiquité, mais aussi à des populations asiatiques comme les Finnois qui ont un type mongoloïde. Si vous voulez avoir des populations qui sont le plus proches, je dirais, de l'ethnie, vous savez que je n'aime pas beaucoup ce terme, slave, eh bien il faut les trouver du côté de la Pologne, de l'est de la Pologne. Les Polonais sont les plus proches représentants de cette slavité, si elle n'a jamais existé, sinon peut-être dans les écrits de certains idéologues slaves, justement, eh bien c'est plutôt dans la région de la Pologne et de la Bélarusse qu'il faut les trouver. Donc Varsovie,
entre autres choses. Alors maintenant, après avoir vu quel est le cadre géographique et quelles sont les composantes ethniques, dans ces deux composantes principales en tout cas, du peuple russe ancien, on va passer maintenant à l'étude des deux grandes phases de l'histoire de la Russie ancienne. Donc je vous rappelle, une première phase qui va du Xe au XIIIe siècle, c'est la Russie kiévienne, et une deuxième phase qui va du XIVe au début du XXe siècle, qui est celui de la Grande Russie. Alors je commence tout d'abord par la période de la Russie kiévienne. Alors Kiev est la capitale actuelle de l'Ukraine. Donc, je ne vois pas Kiev évidemment ici, mais Kiev, ça se situe approximativement ici sur la carte. Ça va? Donc, Kiev, ça se situe ici. Voilà. Alors, les origines de cette Russie kievienne, eh bien, elles remontent au Xe siècle. Et cette Russie kievienne a son histoire intimement liée avec l'arrivée du christianisme dans ces régions sous sa forme que l'on appellera à partir du milieu du XIe siècle l'orthodoxie. Mais je dis bien au Xe siècle, on ne parle pas encore d'orthodoxie, puisque le schisme n'est pas encore consommé entre les latins et les byzantins. En effet, dès le IXe siècle, vous avez deux moines byzantins de la région de Thessalonique, dans le nord de la Grèce, des moines byzantins donc, deux frères, l'un s'appelant Cyril et l'autre Méthode, qui décident donc, dans la deuxième moitié du IXe siècle, d'aller convertir les peuples slaves. Pour ce faire, ils vont mettre au point un alphabet, l'alphabet cyrillique, qui est en fait un alphabet grec, un petit peu modifié pour que un certain nombre de sons que les Slaves utilisent et que les Grecs ne connaissent pas puissent être retranscrits. C'est comme ça que si vous lisez du russe, du bulgare ou du serbe, eh bien vous n'aurez pas trop de difficulté à voir que plus des trois quarts des lettres sont des lettres de l'alphabet grec. Et comme notre alphabet latin est issu également de l'alphabet grec, il y a toute une série de lettres que vous pourrez lire très facilement. Si vous connaissez l'alphabet grec, vous pourrez en lire un quart en plus. Et voilà, il y a encore, vous pouvez ajouter, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 lettres peut-être, qui vous permettront d'avoir la totalité de l'alphabet slave. Alors, cette écriture, c'est l'écriture cyrillique. Alors, elle va transcrire la langue liturgique de cette église, de ces églises issues de Constantinople et qui recouvrent l'est de l'Europe. Et cette langue, c'est le slavon. Le slavon, c'est l'ancêtre des langues slaves. C'est une langue liturgique qui est toujours pratiquée à l'heure actuelle dans les églises orthodoxes de ces pays-là, y compris, paradoxalement, en Roumanie, qui est un pays latin. Eh bien, le slavon. Alors, le slavon, ce n'est rien d'autre, en fait, qu'un dialecte slave qui était pratiqué dans la région de Thessalonique, dans le nord de la Grèce actuelle, donc en Thrace. La région du sud de la Bulgarie, qu'on appelait la Mésie à l'époque des Romains. Alors, au Xe siècle, dans la deuxième moitié du Xe siècle, après que des Vikings, un siècle plus tôt, se soient établis dans la région de Novgorod, puis de Kiev, eh bien, après cette date, ces gens, ces Vikings, ces Suédois en fait,
que l'on appelle habituellement les Varegs. Une dynastie s'installe dans cette Russie dite kievienne, et c'est la dynastie des Rurik. Puisque Rurik est le personnage légendaire d'où serait issue cette dynastie. Enfin, plus que légende, elle est historique. Alors je vous montre donc comment cette première Russie, à partir de quel endroit cette première Russie s'est formée. Donc ce sont des Suédois qui viennent d'ici et qui s'établissent donc dans cette région-ci. Ce sont donc des Varegs. Et les Varegs, ce qui les intéresse, ce sont des Vikings, donc, c'est de faire, de piller, bien sûr, mais aussi de faire du commerce. Et le commerce, leur objectif est d'atteindre la mer Noire. Donc c'est cette région-ci qu'ils occupent. Ils veulent atteindre la mer Noire, qui est évidemment sur la route de Constantinople. On a même retrouvé à Sainte-Sophie, donc cet immense édifice qui se trouve à Istanbul et qui remonte à l'époque de Justinien, dans la première moitié du VIe siècle de notre ère. On a trouvé des inscriptions runiques qui sont donc une écriture de vikings. Et ces vikings, vraisemblablement, ce sont justement des Varegs. Alors ça se passe pratiquement à l'époque où les vikings partent, ceux qui sont dans la région de la Norvège, ils vont d'une part attaquer l'Écosse, ils vont partir vers l'Islande, de l'Islande ils iront vers le Groenland et finalement avec Éric le Rouge au Xe siècle ils arriveront dans la région de New York, c'est ce qu'on appelle le Vinland, le pays du vin. On a trouvé des témoignages, donc des traces archéologiques qui remontent au Xe siècle. Donc c'est Éric le Rouge, rien à voir avec Éric Antonin dont on a parlé ces 2 derniers jours, hein, strictement rien à voir. Et d'autre part, vous avez eu les Danois qui, eux, ont attaqué plutôt le sud de l'Angleterre, qui ont pénétré en Europe par les grands fleuves ici, que sont le Rhin, l'Escaut, la Meuse, la Seine, la Loire, la Garonne, et qui ont même été plus loin, puisqu'ils iront même jusqu'en Sicile. Hein. Et d'autre part, vous avez enfin la troisième branche des Vikings, ce sont les Suédois, les Varegs, qui vont s'installer en Russie, dans la partie occidentale de la Russie, hein, et vont faire du commerce jusqu'en mer Noire, voire jusqu'à Constantinople. Certains allant même plus loin, hein, parce que cette grande Russie permettait d'accéder également à la route de Bagdad, donc en Mésopotamie. Il ne faut pas oublier que Bagdad, au Xe siècle, est au sommet de sa splendeur, de son apogée à ce moment-là. Souvenez que l'empire des Abbassides s'étend, hein, donc je réfléchis un petit peu, de 751 à 1258, hein, donc 5 siècles. C'est l'apogée de l'empire arabe, hein, le Xe siècle, l'empire abbasside, à ce moment-là. Alors, un prince kievien se convertit, lui, et oblige tous ses sujets à se convertir à ce moment-là au christianisme. Il avait hésité à un moment donné avec le judaïsme. Ce personnage, qui est un chef politique, qui s'appelle Vladimir, il va être fait saint. Donc, on retrouve cette alliance entre l'autel et d'autre part le trône, hein, c'est-à-dire cette alliance entre l'Église et le pouvoir civil, le monarque étant le représentant de Dieu sur terre. Donc Saint Vladimir est le fondateur de la Russie kiévienne. Je dis bien kiévienne, hein, pas moscovite. La Russie kiévienne, c'est une Russie, comment dirais-je, civilisée. Ce n'est pas du tout une
une région de barbares. Elle n'a rien à, comment dirais-je, elle tient tout à fait la comparaison avec ce qui se passe en Europe occidentale dans le Moyen-Âge classique. Il y a des villes dans cette Russie qui viennent, sauf que ces villes n'ont peut-être pas tout à fait les caractéristiques des villes qui naissent au XIe siècle ou au XIIe siècle dans nos régions, en Europe occidentale, parce que ces villes, je dirais, ne sont pas séparées juridiquement des campagnes. Nous avons vu récemment, dans un des derniers cours, que à partir du XIe siècle, je pense à la charte de Huy de 1066, mais toute une série d'autres chartes dans le cadre du XIIe siècle qui concernent nos régions, eh bien, on avait vu que la ville prenait un caractère juridique distinct des campagnes dans la mesure où dans les villes, un droit nouveau et différent se mettait en place qui distinguait justement les citadins des ruraux. Les choses ne se passent pas de la même manière en Russie. Au point que dans les assemblées politiques qui dirigent la ville, vous avez non seulement des notables du lieu, des grands marchands, autrement dit, un petit peu comme dans nos régions au XIIe et au XIIIe siècle, des grands marchands, et d'autre part, vous avez également des seigneurs des environs qui participent aux réunions urbaines. Donc le territoire, ils ont même la majorité dans ce conseil que l'on appelle bien entendu un soviet, puisque soviet ne veut rien dire que conseil en russe. Sur le plan maintenant, voilà, ça c'est sur le plan économique, social, sur le plan politique, je vous en ai parlé un petit mot, je vous en ai touché un petit mot. Alors, il y a deux villes qui émergent à cette époque-là. Je ne vais pas parler de Vladimir et Soustal, je parlerai surtout de Novgorod et de Kiev. Alors, Novgorod se trouve, bon, si vous vous souvenez, Novgorod se situe ici. Voilà, Novgorod. Ici, voilà, Novgorod. Alors, Novgorod signifie en russe ancien, ça signifie la nouvelle ville. Nov, voilà, là, vous savez que c'est une langue indo-européenne, donc il est logique que vous ayez une racine qui soit semblable à celle que l'on trouve dans nos régions, Nov, neuf, et Gorod, qui veut dire la ville, qui a donné en russe moderne Grad, le GRD, Gorod a donné Grad, qui a donné Leningrad, Stalingrad, Petrograd, ou Belgrade, tout simplement, en Serbie. Grad, ça veut dire ville. À la même époque, en Europe occidentale, au XIe et au XIIe siècle, il y a aussi des villes nouvelles. Par exemple, des endroits qui s'appellent Neuville ou des Bastides, des tas d'endroits qui portent le nom de villes nouvelles, qui naissent au sud de la France, en Aquitaine, par exemple, au XIe, XIIe siècle. Alors, Novgorod, dit d'ailleurs Novgorod la Grande à l'époque, va rayonner grâce à son commerce à ce moment-là. Elle fait du commerce entre le nord de l'Europe, je dirais les pays baltes, et d'autre part la Finlande, la Suède, et d'autre part la région de la mer Noire, voire Constantinople et même Bagdad dans certains cas. Donc Novgorod, la Grande, est évidemment une grande ville de l'époque, et c'est l'époque où Kiev également connaît son plein essor. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'arrivée du christianisme, de la christianisation de cette Russie
à partir de la deuxième moitié du Xe siècle. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce que l'on va bientôt appeler l'orthodoxie, à partir de 1054, lorsque le schisme est consommé donc entre le pape de Rome et Michel Cérulaire, le patriarche de Constantinople. Eh bien, à partir de ce moment-là, l'orthodoxie va prendre un visage de plus en plus différent, quoique gardant beaucoup de traits communs, avec le christianisme latin. En effet, si vous prenez, à titre de comparaison ici, la semaine qui précède Pâques, dans le christianisme latin, c'est une période de deuil, puisqu'elle précède effectivement la crucifixion, qui est une période d'affliction pour les chrétiens. Tandis que la semaine qui précède Pâques, pour les orthodoxes, est une période de joie et d'allégresse, un petit peu comme chez les juifs d'ailleurs. La Pâque juive, Pécha. Si vous prenez la notion sacramentelle, eh bien là aussi, il y a des différences. Le sacrement appartient, je dirais, à l'ordre clérical, très clairement, pour le christianisme latin, alors que la notion de sacrement pour les orthodoxes est davantage liée, je dirais, à la mystique, à un lien intime et spirituel avec la divinité. Je prendrai un autre exemple, celui, si vous prenez le terme pravda. Pravda, ça veut dire, si on le traduit en français, ça veut dire à la fois vérité et justice. Vous savez que longtemps, c'était le titre d'un hebdomadaire, enfin non, d'un quotidien, du Parti communiste de l'Union soviétique. Eh bien, les Russes ont un doublet par rapport à ce que l'on connaît en Occident, qui est Istina, qui veut dire la vérité, mais la vérité terrestre. Alors, si vous distinguez Pravda et Istina, eh bien, ça veut dire que vous avez deux concepts différents, alors qu'en français, je dirais dans les langues latines, vous n'avez qu'un seul terme. Vous avez d'une part la vérité transcendante, la justice, la vérité absolue, qui est Pravda, et alors Istina, qui est une vérité beaucoup plus concrète. En latin, d'ailleurs, le mot vérité, et d'ailleurs dans les langues indo-européennes, le préfixe est ver, V-E-R, verus, veritas, etc. Eh bien, ce préfixe, cette racine que l'on trouve, renvoie justement à quelque chose de très concret en latin, dans les langues latines, que ce soit en français, en espagnol ou en italien. Quand vous dites en français que quelque chose est vrai, vous renvoyez à la notion de certitude. Vous êtes bien d'accord, c'est une certitude quand c'est vrai. C'est une certitude judiciaire, c'est une certitude scientifique, et ça s'oppose à la notion de foi. Ça va? Eh bien, cette notion de foi, eh bien, elle se traduira justement par pravda en russe, et justement pas par istina. Alors, cette parenthèse linguistique étant terminée, mais qui montre que sur le plan religieux, il y a quand même une grande différence entre l'esprit de cette chrétienté orientale et de la chrétienté occidentale. Je voudrais maintenant passer à un événement très important qui se situe au milieu du XIIIe siècle, à savoir en 1241, la destruction de la ville de Kiev. Alors, en effet, au XIIIe siècle, les Mongols, dont le foyer se situe au cœur de l'Asie centrale, vont
attaquer successivement des territoires qui sont à des milliers de kilomètres de distance. Au milieu du XIIIe siècle, ils attaquent Pékin. Ils ont même menacé le Japon à un moment donné. Ils menacent Pékin. C'est à ce moment-là que pour un siècle va s'installer la dynastie des Yuan, qui est une dynastie mongole sous le trône de Pékin. Ils vont menacer également au milieu du XIIIe siècle Delhi. Et je vous rappelle qu'au XIIe siècle se met en place en Inde le sultanat de Delhi, un sultanat musulman. Ils vont menacer également et détruire Bagdad. La dynastie des Abbassides tombe en 1258. Et ils vont menacer également la Russie. Donc tenez-vous bien, ce peuple des Mongols, donc, dont le siège, enfin je dirais le cœur se situe ici, vous voyez c'est marqué en allemand, tribu mongole, mongolische Stämme ici, donc tribu mongole. Donc ils attaquent successivement Pékin, vous voyez donc Pékin est ici, Pékin, vous voyez là sous la muraille de Chine, juste au nord de Pékin, la muraille de Chine, c'est vraiment à côté. Moi je pensais que c'était beaucoup plus au nord, quand j'y étais, mais j'ai été frappé que bon, c'était de prendre un autocar pendant une demi-heure, on était même pas, on était directement à la muraille de Chine. Donc les Mongols attaquent Pékin, ils attaquent Delhi, vous voyez où se trouve Delhi quand même. Ils attaquent Bagdad, tenez-vous bien, Bagdad est là. Et ils vont attaquer donc également toute cette région-ci. Vous imaginez ce que c'est comme champ d'application, comme champ d'attaque. Déjà, je vous rappelle qu'au 5e siècle, Attila, qui était un Mongol justement, avait attaqué également, à partir de la vie centrale, avait attaqué l'Empire romain. Et en 451, s'était fait battre en Champagne, la bataille des champs cataloniques, où avaient combattu à la fois des Germains et des Romains, Syagrius et Mérovée. Eh bien, donc, en 1241, les Mongols détruisent, saccagent Kiev. C'est la fin de la principauté kievienne, donc de la première Russie. Ça va 10e, 13e siècle. Alors, à partir de ce moment-là, à partir du milieu du XIIIe siècle, jusque dans les années 1480, lorsqu'Ivan III le Grand va mettre fin à la vassalité qui le lie au Grand Khan, eh bien la Horde d'Or, qui est une des hordes, ou plutôt d'un des groupes mongols issus de l'empire de Gengis Khan et de son petit-fils Kubilai Khan, eh bien pendant donc, si je compte bien, ça fait presque 2 siècles et demi, la Russie va se trouver sous la botte, ou en tout cas dans la vassalité des Mongols. Dès le début du XIVe siècle, fin XIIIe siècle, début XIVe siècle, il y aura déjà des vassaux russes des Mongols qui vont vouloir reconstruire une Russie indépendante, cette fois-ci non plus kievienne mais moscovite. Et de tout doucement, on voit se déplacer le centre de gravité de la Russie, de Kiev, vers une région qui se trouve plus au nord et plus à l'est, et qui est Moscou. Voilà, Moscou se trouve ici, Kiev se trouve ici, et donc le centre de gravité va progressivement se déplacer, avec la formation d'un grand duché ou d'une grande principauté de Moscovie, avec un personnage immortalisé dans un film de Sergei Eisenstein, à l'époque de la Russie soviétique, et qui est Alexandre Nevsky, qui est immortalisé dans ce fameux film où on voit Alexandre Nevsky qui se bat contre les Suédois, mais aussi contre les chevaliers de l'ordre teutonique, à cette époque-là.
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la domination mongole ne fut pas si terrible que cela. Bien au contraire, plus qu'une période d'affrontement entre ces Slaves, et je vous ai dit que c'était des Slaves qui étaient déjà très mélangés, et d'autre part les Mongols, eh bien, il y eut de nombreux échanges entre ces peuples. Et la période de la Horde d'or, donc des Mongols, a servi plus de modèle que comme repoussoir face aux Russes. D'ailleurs, l'État mongol est un État hiérarchisé, où l'on a des impôts, où il y a une monnaie. Et à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, Ivan le Grand, Ivan III, va utiliser comme modèle cet État mongol pour construire la nouvelle Russie, cette Russie moscovite. Il y eut également, alors je vous ai dit, il y a eu de nombreux, non seulement l'État mongol sert de parangon, de modèle sur le plan politique, il y a de nombreux échanges économiques avec les Mongols, mais il y a aussi, sur le plan culturel, des liens très étroits. En effet, il y a de nombreux mariages mixtes entre les Mongols et les Russes, et il y a aussi de nombreux musulmans qui se convertissent au christianisme. Ce que l'on dit rarement, et qu'il faut savoir, bien sûr. On arrive maintenant au XVe siècle. Alors au XVe siècle, je dirais maintenant qu'après cette période d'incubation de cet État moscovite, de la deuxième moitié du XIIIe siècle jusqu'au milieu du XVe siècle, on va maintenant connaître une époque de formation, mais à une vitesse évidemment beaucoup plus accélérée que pendant la période qui précède. Celui qui lance le coup d'envoi, je l'ai déjà cité à 2, voire 3 reprises jusqu'à présent, c'est Ivan III le Grand. Il vit dans la deuxième moitié donc du XVe siècle. Il va épouser la fille ou la nièce, je ne sais plus, du dernier empereur de Byzance, Sophie Paléologue. Donc, le dernier empereur de Byzance s'appelait Constantin XIII. Et ça nous rappelle un épisode que nous avons vu l'an dernier, qui fait que Théodoric s'était marié avec une fille de la famille impériale, Gaïa Placidia, vous vous souvenez, dans la deuxième moitié du 5e siècle de notre ère. Donc on voit à 1000 ans de distance un phénomène qui réapparaît et qui est celui de vouloir légitimer son pouvoir par une alliance à une famille prestigieuse. Là, c'était un chef barbare qui voulait, en Italie, montrer qu'il était allié à la famille impériale romaine d'Occident, et ici, c'est un Russe, Ivan III, qui est le premier empereur, pourrait-on dire. Non, le terme empereur n'est pas correct parce qu'on ne parle pas d'empereur avant Pierre le Grand, qui vit entre 1689 et 1715, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est le premier à avoir le titre d'empereur, d'impérator. Mais en tout cas, se met en place donc ce lien étroit entre l'Empire byzantin, entre Constantinople donc et Moscou. Et à partir de ce moment-là, Moscou va s'appeler la Troisième Rome. Autrement dit, on est dans une logique au niveau de la propagande de l'Empire, d'une translation qui va de la Rome antique à Constantinople. La Rome antique avait disparu, souvenez-vous, en gros, au milieu du 5e siècle. La seconde Rome, Constantinople, disparaît au milieu du XVe siècle, 1000 ans plus tard, et le flambeau est repris
par la troisième Rome qui sera dorénavant Moscou. Et c'est ainsi que, peu de temps après ce mariage, dans les années 1480, le prince héritier de la principauté, de cette grande principauté moscovite, va s'appeler Tsar. Et Tsar est issu du mot Kaisar, César. Autrement dit, il se considère comme l'héritier véritablement des empereurs byzantins, ce qui permet de légitimer mieux encore son pouvoir face à l'Église orthodoxe et face à son peuple. Alors, un autre personnage a joué évidemment un rôle très très important dans l'expansion de la Russie, cette fois en plein cœur du XVIe siècle, c'est Ivan IV le Terrible. On devrait dire d'ailleurs plutôt le redoutable, parce que Ivan, on disait Ivan Grozny, hein, Grozny ça veut dire le redoutable, Grozny comme la capitale, hein, la Tchétchénie, hein, ça va. Alors Ivan, ou Ivan, ce n'est rien d'autre, c'est Jean en fait, hein. Jean se dit Ivan en russe, ça va, Jean. Comme Pierre se dit Piotr, ça va. En fait, ce sont des noms qui sont simplement décalqués, hein. Ivan le Terrible, qui a été immortalisé lui aussi dans un film célèbre de Sergei Eisenstein, qui a servi de, comment dirais-je, de base à un film projeté sur les écrans à l'époque de Staline, puisque Ivan le Terrible, en fait, est identifié à Staline. Ivan le Terrible, lui, va conquérir le sud de la Russie. Alors, je vous montre ça ici. Alors, donc, de Moscou, alors, d'une part, ça se situe en 1551, il va d'abord prendre la ville de Kazan. Et puis, en 1556, 1951, excusez-moi, là en 56, il prend la ville d'Astrakhan. Et donc, pour la première fois, la Russie a accès à une mer chaude, qui est la mer Caspienne. Donc, il faut attendre donc 1556 hein, pour que tout le cours de la Volga, ce grand fleuve russe, soit conquis enfin par la Russie. Et dès lors, je vous ai dit qu'il y allait avoir un déplacement. Hein, je vous avais dit que Kiev, ça se situe ici. Et donc, progressivement, la Russie initiale kievienne qui gravitait autour du Dniepr, qui se trouve ici, eh bien, va pouvoir s'étendre donc jusqu'à la Volga. La Volga est un des plus grands fleuves d'Europe. Voilà. Et la Volga va être le fleuve, je dirais, qui se trouve au cœur de cette Moscovie. La carte que vous avez ici, en fait, si vous lisez le titre qui est écrit en allemand ici, Das Zeitalter der Entdeckung, c'est-à-dire l'époque, la période des découvertes. Donc ici, vous avez en bleu le territoire de la Russie à la fin du XVIe siècle. À la fin du XVIe siècle. Nous allons progresser et on va voir comment les choses vont aller dans le courant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il y a une période de trouble à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, qu'on appelle d'ailleurs la grande période des troubles, et qui est marquée par un personnage qui est Boris Godunov. Et puis il y a plusieurs prétendants qui doivent succéder à ce moment-là, ce qu'on appelle, il y a Dimitri, le faux Dimitri, et finalement, en 1613, c'est une nouvelle dynastie qui se met en place, la dynastie des Romanov. Et cette dynastie des Romanov, elle va tenir jusqu'en 1917. Donc elle a un destin qui est plus ou moins, qui est parallèle au fond à la dynastie mandchoue à Pékin, qui s'établit, c'est la dynastie des Qing, qui s'établit en 1644 et qui tiendra, elle, jusqu'en 1911, date de la proclamation de la République, vous vous souvenez,
souvenez, avec Sun Yat-sen. Donc ce sont deux dynasties parallèles. Alors, au XVIIIe siècle, vous avez deux grands personnages qui vont définitivement façonner cette Russie. C'est d'une part Pierre le Grand, déjà cité, qui règne en Russie, je dirais, pendant les 30... Oui, ça correspond à la fin du règne de Louis XIV, ça, en gros, puisqu'il règne de 1689 à 1715. Hein. Alors Pierre le Grand, qui voyage en Europe, c'était un géant, hein, physiquement, c'était quelqu'un de très imposant. Hein. Il voyage en Europe, il va entre autres dans les Pays-Bas méridionaux, c'est-à-dire la Belgique. Il va également en Hollande, à Amsterdam, il va à la cour de Louis XIV, et il s'informe. Il est curieux de tout. Il est curieux de tout, et il veut faire de son pays un pays européen. Il veut l'européaniser. Mais pour pouvoir européaniser son pays, il faut absolument que la Russie ait une fenêtre sur la Baltique. Et c'est ainsi qu'il va déplacer sa capitale, même si Moscou restera capitale aussi jusqu'en 1917, il va déplacer en tout cas son lieu de résidence dans une ville qui va porter son nom et qui est Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire la ville de Saint-Pierre. Lui-même s'appelait Pierre le Grand, je le rappelle. Et en 1703, il va fonder ce qu'on appelait la Venise du Nord. On a donné ce nom-là aussi à Bruges et à Amsterdam, je sais bien. Enfin, et Saint-Pétersbourg est une ville construite dans des marécages où il y a donc de l'eau. Alors, en été, ce sont des marais tout à fait insalubres sur lesquels règnent des moustiques, et en hiver, Saint-Pétersbourg est prise, ces marais sont glacés. Et inutile de vous rappeler peut-être le siège fait par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale de Leningrad, puisque Leningrad et Saint-Pétersbourg, c'est la même chose. Cette ville a d'ailleurs repris son nom en 1991 à la chute du régime soviétique. Des dizaines de milliers d'ouvriers, je dirais même de serfs, vont travailler pour assécher ces marais. Les canaux sont toujours présents, mais pour faire de cette ville une ville tout à fait remarquable, une ville moderne, dominée par l'art classique, je dirais, avec cette fameuse grande avenue à Saint-Pétersbourg et la perspective de Nevski. Les perspectives, ça veut dire tout simplement avenue, la perspective Nevski. Alors, Pierre le Grand va installer, en fait ne va faire que renforcer, la centralisation de cet État russe de manière tout à fait despotique, en occidentalisant je dirais, le sommet de l'État et la noblesse à une vitesse, je dirais, accélérée, un petit peu comme dans les années 1920, et ce sera l'objet du cours de la semaine prochaine, Kemal Atatürk va le faire au lendemain de la chute de l'Empire ottoman, dans cette république qui voudra laïque et occidentale. Alors, Catherine II, qui est une princesse allemande, mais mariée au tsar Pierre III, va poursuivre l'œuvre de Pierre le Grand. Elle va poursuivre l'œuvre de Pierre le Grand, tout d'abord sur le plan territorial. Elle va chercher à coloniser les terres du sud, près de la Caspienne, dans le sud, oui, la région d'Astrakhan, etc., en faisant venir des colons allemands, des paysans qui avaient l'habitude de travailler la terre, et de bien la travailler. Alors, elle est évidemment un petit peu dupée, en tout cas on peut le supposer, par son favori, Potemkin,
qui, lors de son voyage en carrosse dans le sud de son empire, avait disposé un petit peu, vous savez, comme dans certains westerns de spaghetti, avait disposé des décors en carton-pâte tout le long de son trajet, à distance, parce qu'il ne fallait pas que ça se voie trop, pour faire croire qu'il y avait de nombreux villages. Donc, il avait fait installer par des serres, quelques centaines de mètres, toute une série de faux décors, comme s'il y avait des villages, etc. Ce thème a d'ailleurs été repris dans Tintin au pays des soviets par Hergé, où l'on voit des fausses usines qui apparaissent le long d'un trajet de Tintin, justement, où l'on voit ces décors, il n'y a rien derrière, par définition, ce sont des fausses usines. Eh bien, ça renvoie justement à cet épisode du voyage de Catherine II et de Potemkin dans le sud de la Russie, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors, la situation sociale et la situation, je dirais, coloniale à cette époque-là. À l'inverse de l'Angleterre ou de la France, qui vont se constituer des empires coloniaux outre-mer, la France en Inde, au Canada, dans les Antilles, partiellement en Afrique, les Anglais dans les mêmes régions d'ailleurs, sans parler des Espagnols et des Portugais au XVe ou au XVIe siècle. Eh bien, contrairement à tous ces pays-là, ces pays d'Europe occidentale, la Russie, elle va se constituer un empire colonial immédiatement à proximité de ses propres territoires. Autrement dit, la Russie va, au XVIIe siècle, coloniser, envoyer des colons et coloniser progressivement la Sibérie, toute cette région-ci, région particulièrement hostile, avec la taïga, la toundra, les steppes, donc toute cette région-ci, avec des régions qui dans le nord sont glacées 6, 7 ou 8 mois pendant l'année, et qui pendant l'été sont des marécages infestés de moustiques, justement, donc toute cette région-ci, mais où il y a quand même certaines terres qu'on peut vraiment travailler et cultiver. Donc, il faudra tout le XVIIe et le XVIIIe siècle pour que la Russie parvienne jusqu'au Pacifique, et il ira même au-delà. Parce que si vous voyez bien, la région qui se trouve ici s'appelle l'Alaska, et l'Alaska, c'est bien un nom russe. L'Alaska est maintenant américaine parce qu'elle a été rachetée au tsar Alexandre III, vers 1864, si mes souvenirs sont bons. Elle a été rachetée par les États-Unis à un tsar qui avait déjà de tellement grandes difficultés à gérer son empire qu'il ne pouvait pas tellement intérêt. Ce fait qu'entre-temps, vous savez qu'on a découvert du pétrole, qui était encore riche. Les Russes doivent avoir regretté d'avoir cédé, d'avoir vendu l'Alaska aux États-Unis, comme Napoléon a vendu la Louisiane aux États-Unis, alors qu'il était encore premier consul. Quelques milliards, mais enfin, Napoléon ne pouvait pas se payer le luxe à la fois de faire la guerre en Europe et de devoir faire la guerre aux Américains, qui étaient d'ailleurs alliés de la France depuis depuis son indépendance. Alors oui, les Russes, mais là ça dépasse la période que nous étudions, vont également se battre dans le Caucase au XIXe siècle ici, c'est l'époque où le Caucase va devenir russe, et c'est également au XIXe siècle que toute cette région-ci, le Turkestan, va rentrer également dans le giron russe, avec l'annexion, la conquête des Khanats de Khiva et de Boukhara, la région de l'Ouzbékistan, qui est une région magnifique à voir, tout à fait superbe. Alors, au XVIIe siècle, et déjà, je dirais depuis la deuxième moitié du XVIe siècle, la Russie va connaître une deuxième phase de servitude. Tenez-vous bien, alors que le servage avait presque complètement disparu en Europe occidentale, parce que vous savez peut-être
qu'en 1789, ce que l'on a aboli, ce ne sont pas les droits féodaux, lors de la fameuse nuit du 26 août 1789, du 4 août, excusez-moi, du 4 août 1789, en fait, on a aboli les droits seigneuriaux, mais le servage n'existait pratiquement plus. Il n'y avait pratiquement plus de serfs en 1789. Hein? Tous les serfs avaient été, si je puis dire, franchisés, ils avaient été libérés depuis bien longtemps. Leur servitude avait été transformée en droit, c'est-à-dire en charge à payer au seigneur, soit en nature, soit en espèces. Tandis qu'en Russie, il y a une deuxième servitude qui se met en place. Le servage se met en place à l'époque d'Ivan le Terrible, à l'époque où il installe l'Oprichnina, c'est-à-dire une police secrète terrible, qui est l'ancêtre de la Tchéka, du NKVD, de la GPU, du KGB, etc. L'Oprichnina, police terrible secrète, qui est terrible, oui, c'est ça. Et c'est l'époque également où une véritable terreur s'installe en Russie. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Ivan le Terrible, même si je vous ai dit qu'on va traduire Grozny par redoutable. Une véritable terreur, une terreur d'État. C'est l'époque également où Ivan le Terrible va supprimer des milliers de nobles, de boyards, et il va les remplacer par des oprichniks, c'est-à-dire en fait par des nobles qui sont des fonctionnaires, ça va, qui doivent tout au pouvoir. Donc, c'est le deuxième âge du servage qui commence pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. Et donc, la noblesse qui va se mettre en place à ce moment-là n'est plus la noblesse, je dirais, ou l'aristocratie des boyards de l'époque qui viennent du XIe, XIIe, début du XIIIe siècle, qui étaient des maîtres, des seigneurs classiques, hein, comme il y en avait en Occident à la même époque, on peut le dire, mais vous allez avoir une noblesse d'empire, cette fois, avec des aristocrates qui, à certains moments, vont recevoir du pouvoir comme cadeau, parce qu'ils servent bien justement l'État, le tsar, parce que l'État est incarné par la personne du tsar, vont recevoir parfois, il y en a un favori de Pierre le Grand qui va recevoir, tenez-vous bien, 100 000 serfs. On recevait des serfs, ce que Nicolas Gogol a appelé des âmes dans son célèbre roman Les âmes mortes, qui est un roman qu'il faut lire et qui décrit justement ce commerce des serfs, et là en particulier de serfs qui sont toujours inscrits officiellement comme vivants, mais qui sont déjà morts. Ça va? Bon. Vous savez, c'est un petit peu comme les faux inscrits sur des listes électorales dans certains pays. Hein. Vous savez peut-être aussi que même en Belgique, hein, il y a comme ça des listes qui permettent à certaines fédérations de certains partis, que je ne citerai pas ici, de grossir leur nombre pour avoir plus de pouvoir au sein du Parti socialiste, et même des gens qui achètent de fausses cartes dans certaines sections d'un parti que je ne citerai pas, vous avez compris duquel je suis en train de parler, un parti majoritaire d'ailleurs en Wallonie, je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais me retrouver derrière les barreaux, et donc qui rachètent parfois des cartes de faux adhérents, ou qui achètent des cartes de faux adhérents pour grossir, pour gonfler le nombre de membres d'une section, pour être à l'intérieur, cette fois-ci non plus du parti, mais à l'intérieur d'une fédération, être plus nombreux et avoir plus de voix au moment des prises de décision. Voilà. Donc le principe des armes mortes, c'est ce qui se trouve à la base du roman de Nicolas Gogol, donc au milieu du XIXe siècle. Alors je reviens à ce que je disais il y a quelques instants. Donc, la noblesse qui va se mettre en place à ce moment-là n'a plus rien à voir avec celle des boyards du XIe, XIIe siècle. Donc cette noblesse d'Oprichniki est en fait une noblesse de fonctionnaires qui va posséder des terres immenses, parfois des kilomètres et des kilomètres carrés, ça
correspond parfois à des provinces entières de la Belgique actuelle, avec des dizaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de serfs. Tolstoï lui-même, le grand écrivain russe de la deuxième moitié du XIXe siècle, possédait lui-même des centaines de serfs, qu'il a d'ailleurs libérés. Il était anarchiste, alors ça paraît un petit peu bizarre pour un grand propriétaire foncier, mais lui-même, bon, pas un anarchisme à la Boukharine ou à la Kropotkin ou à la Proudhon, mais c'est un anarchisme de type chrétien, assez mystique, où il dénonçait, par lequel il dénonçait justement l'état de servitude et d'abrutissement dans lequel la population russe était, comment dirais-je, dans lequel la population russe était soumise. Alors, la Russie, au XVIIIe siècle, et encore plus au XIXe siècle, va connaître une européanisation à marche forcée. Déjà à Saint-Pétersbourg, Pierre le Grand avait appelé de nombreux artistes venus de France, d'Italie, pour décorer tous les palais qu'il construisait justement sur les bords de la Baltique. Mais à partir du XVIIIe siècle, vous savez que le français devient la langue diplomatique, la lingua franca, un peu partout dans les cours européennes. On parle le français à Berlin. Frédéric II de Prusse est un parfait francophone. Il écrit en français, en particulier son anti-Machiavel. Catherine II est une parfaite francophone. Et elle est en correspondance avec Voltaire et avec Diderot. C'est pas par hasard que l'on trouve la bibliothèque de Voltaire à Saint-Pétersbourg. Elle n'est pas en France. Si vous voulez consulter les ouvrages de Voltaire, sa propre bibliothèque et même les papiers de Voltaire, il y en a beaucoup qui se trouvent là-bas. Elle était également en correspondance avec Diderot, qui est un des cofondateurs et des co-directeurs de l'encyclopédie qui paraît à partir de 1751. Et donc, la francisation de la noblesse russe se fait à vitesse grand V. Au point qu'au XIXe siècle, la langue parlée à la cour de Russie par les Russes, c'est le français. Donc l'histoire de la Russie au XVIIIe, au XIXe siècle est l'histoire d'une grande acculturation. Donc de choc entre deux cultures où il y a une culture minoritaire, si vous voulez, enfin quand je dis minoritaire, entendons-nous bien, une culture vécue comme secondaire qui va véritablement ingurgiter tout ce qu'il y a de positif dans cette culture qui vient de l'Ouest et qui est la culture française. Vous savez que longtemps, jusqu'au XXe siècle, même le français était la langue diplomatique. Maintenant, elle est remplacée par l'anglais. Mais au XIXe siècle, quand on correspondait entre souverains de pays différents, on correspondait en français encore au XIXe siècle. Maintenant, c'est en anglais. Quand on va trouver une langue commune, c'est l'anglais qu'on va utiliser. Bien sûr. Voilà. Donc je voudrais, en conclusion, que vous reteniez quelles sont les grandes lignes de cette histoire russe. Donc tout d'abord, un territoire immense qui était peuplé par des peuples venus d'endroits différents, même s'il y a une base slave incontestable, le peuple russe est fait d'un mélange de nombreux peuples. Et je ne parle même pas ici des minorités qui, à l'heure actuelle, constituent des républiques autonomes, comme les Komis, les Tatars, les Tchétchènes, les Ingouches, les Ossètes, qui sont reconnus en tant que tels. Je parle de ceux qui sont censés être russes, qui ont la nationalité russe, les très mélangés. En plus, il n'y a pas, effectivement, de différence fondamentale entre les Russes, sur le plan culturel, je dis bien, les Ukrainiens et les Biélorusses, donc les habitants de Bélarus.
ils ont un fond commun incontestable. Ce sont des peuples frères. Et l'on comprend le désespoir de Mikhail Gorbatchev lors de son discours du 25 décembre, donc à la Noël 1991, lorsqu'il a annoncé la fin de l'Union soviétique. Il a dit il serait vraiment invraisemblable que ce lien privilégié qui unit les trois peuples slaves que sont les Ukrainiens, les Russes de Russie et les Biélorusses disparaisse, parce qu'en fait, ils ont un très long passé commun et finalement, il s'agit du même peuple, même s'il peut y avoir quelques variantes. Vous savez, l'ukrainien, le russe et le russe blanc, le biélorusse, ce sont des langues qui sont très très proches l'une de l'autre. Hein. C'est un petit peu comme le tchèque et le slovaque, ou comme le serbe et le croate. Ce sont des langues sœurs, qui se ressemblent beaucoup plus que le français avec l'italien ou l'italien avec l'espagnol. Ce sont des langues très très proches. Et donc, ce sont les événements de 1991 qui expliquent l'éclatement de cette grande Russie qui remonte à la deuxième moitié du XIIIe siècle. L'État russe s'est donc formé, vous l'avez bien compris, lentement dans la deuxième moitié du XIIIe siècle jusque dans la deuxième moitié du XVe siècle, puis de manière plus vive, plus vigoureuse à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, et à partir de ce moment-là, on quitte la principauté moscovite pour entrer dans la grande histoire russe, je dirais, jusqu'en 1917. Et l'Empire soviétique, est-il nécessaire de le rappeler, n'était rien d'autre qu'un prolongement de l'Empire des Tsars. D'ailleurs, quand Staline rencontre au mois de février 1945 à Yalta, donc en Crimée, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, et le Premier ministre britannique Churchill, c'est évidemment le Tsar rouge qui rencontre évidemment les représentants des grandes puissances occidentales. Voilà. Je vais vous montrer maintenant quelques livres. Et avant de parler des livres, je vous montrerai tout d'abord une cassette audio, parce que je crois que le meilleur moyen d'aborder une civilisation, c'est de se familiariser, comme j'ai souvent essayé de faire moi-même, à partir d'une simple petite cassette pour simplement, voilà, savoir un petit peu ce que c'est que le russe. Pas pour l'apprendre véritablement, le connaître, mais parce que c'est important, je crois, de connaître certaines sonorités, de savoir comment une phrase se structure, avoir quelques éléments grammaticaux, voire au niveau du vocabulaire. Alors, pour éviter d'acheter le gros A6000 qui coûte assez cher, plus de 3000 francs belges, je ne sais pas combien ça fait, en peut-être 70 ou 80 euros, je vous conseille une langue pour tous, le russe tout de suite. Voilà, vous avez un livre, la cassette audio plus le CD. Donc ça coûte pas cher et c'est publié par Pocket. Alors, dans la collection Destin du monde, 8e, 20e siècle, les Slaves, peuples et nations, par Roger Porta. Donc, je resitue tout d'abord la Russie dans un ensemble plus vaste, qui est celui de tous les peuples slaves, qui comprend aussi les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Bulgares, les Serbes, les Croates, les Slovènes, les Macédoniens, ça va, outre les Ukrainiens et les Russes blancs. Alors, sous la direction de Marc Ferraud et Marie-Hélène Mandrillon, à la découverte Russie, peuple et civilisation. Dans la collection Domino chez Flammarion, La Russie par Denis Eckert et Vladimir Kolosov. De Gérard Velter, Histoire de Russie, dans la petite bibliothèque Payot, qui m'a valu d'être enfermé dans un commissariat à l'aéroport de Moscou, parce qu'évidemment, ça sentait pas bon, puisque c'était un livre d'histoire qui venait de l'Ouest. Je me suis retrouvé en caleçon devant un commissaire de police à l'aéroport de Moscou. Voilà, vous croyez que c'était... je venais pour transmettre des samizdat, que sais-je. Alors,
Atlas historique de la Russie de John Shannon, puissance et instabilité d'un empire européen, asiatique et arctique. Alors comme c'est un atlas, vous avez par définition de nombreuses cartes, pas seulement des cartes. Vous avez beaucoup de textes également dans ce livre. On peut voir l'extension de la Russie à travers les âges. La Russie ancienne de Tamara Kondratieva, en que sais-je, donc il couvre juste la période que j'étudie avec vous aujourd'hui. L'avènement de la Russie dans la collection Time Life, les grandes époques de l'homme. Un numéro spécial de la revue L'Histoire, c'est le numéro 344 de juillet 2009, donc de l'an passé, la Russie d'Ivan le Terrible à Poutine. Alors, un petit CD de François-Xavier Coquin, qui était professeur au Collège de France. Alors, c'est sa leçon inaugurale, Histoire moderne et contemporaine du monde russe. Donc, la première partie, enfin la totalité, nous intéresse, mais plus particulièrement le début. C'est donc un CD. C'est publié par Le Livre qui parle. De Alain Besançon, anticommuniste notoire, présent soviétique et passé russe dans la collection plurielle Le Livre de poche. Mais c'est très brillant. Le mais est superflu. Pas de contradiction. Alors, de Jacqueline Kaufmann-Rochard, origine d'une bourgeoisie russe, 16e, 17e siècle, chez Flammarion. D'Hélène Carrère d'Ancos, Le malheur russe, essai sur le meurtre politique. Alors là, elle revisite complètement toute l'histoire de Russie pour montrer l'importance que les assassinats politiques ont pu avoir, pensez jusqu'au début du XXe siècle, avec, comment il s'appelait ce moine, allez, j'ai oublié son nom, enfin, vous voyez, Raspoutine, voilà, vous cherchez Raspoutine. Là, tu comprends avec Trotsky. Alors, Alain Besançon, le tsarevitch immolé, c'est l'histoire politique de la Russie vue du point de vue des assassinats familiaux. En effet, il y a plusieurs tsars qui ont assassiné leur propre fils, entre autres Pierre le Grand, avec le tsarevitch Alexis. Alors, Roger Portal, Pierre le Grand, il était professeur à la Sorbonne, et il a fait une biographie tout à fait honorable, très bien faite, aux éditions Complexes. Alors, sur le plan littéraire maintenant, de Marcel, féminin, Erard, la littérature russe, un petit que sais-je, ça fait pas de tort. Alors, de Katia Granov, Anthologie de la poésie russe, chez Christian Bourgois. Alors, les 8 premiers extraits qui sont cités sont antérieurs au XIXe siècle, donc concernent la période qui nous intéresse. Ah, et donc vous voyez justement un tableau, enfin un extrait, partie d'un tableau de Marc Chagall, qui est un peintre russe d'origine juive. Alors, un grand roman qui concerne l'époque qui nous intéresse, de Nicolas Gogol, Taras Bulba. Vous avez peut-être vu le film avec Yul Brynner et Tony Curtis. C'est ce chef des Cosaques Zaporog qui se bat contre les Polonais, contre les Turcs au début du film, et contre les Polonais qui trahissent son alliance. Alors, j'ai pris un cahier du cinéma consacré au grand cinéaste russe Andrei Tarkovsky, et vous voyez ici Alexandre Roublev, qui est ce peintre d'icônes du XVe, XVIe siècle. Et enfin, dans le domaine de la discographie, j'ai apporté le célèbre opéra de Moussorgsky, Boris Godunov. Je dis que c'est ce tsar qui vit à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, la fin du XVIe siècle, et qui était donc un tyran comme beaucoup de tsars de l'époque. J'ai dit